Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle université populaire d'histoire. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Loïc Henneton. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes maître de conférence en anglais et civilisation à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous travaillez particulièrement sur les mutations sociales et économiques aux États-Unis dans le monde contemporain, évidemment. Vous avez publié l'Atlas historique des USA aux éditions Autrement. Vous avez également publié La fin du rêve américain aux éditions Odile Jacob en 2017. Et puis, un peu plus récemment, Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump aux éditions Vendémiaire en 2020. Alors, on a choisi ce thème en juillet. Vous disiez tout à l'heure que le revers de la médaille américain ou la fin du rêve américain, c'est des thèmes qui sont toujours d'actualité. Bon, on peut remarquer que ça l'est peut-être encore un peu plus aujourd'hui. Merci d'être venus aussi nombreux et à vous la parole. Alors, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et pour votre présence en si grand nombre. Alors, j'ai plutôt l'habitude d'être debout et de gesticuler sur scène, mais je vais essayer de me contenir un petit peu. Alors, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, mais qui n'a pas forcément toujours été la fin du rêve américain. Quand j'ai commencé à travailler dessus, je ne travaillais pas forcément sur le rêve américain, mais je travaillais sur la notion de déclin. Et mes chers et éminents collègues, répétez ça à personne, hein, mais on est entre nous, mes chers et éminents collègues, c'était sous Obama, et me disaient, enfin, le déclin, on a Obama maintenant. Il y a quelques vieux réacs dans des caravanes qui regrettent le bon vieux temps, mais enfin tout ça c'est fini. Maintenant on a Obama, on est rentré dans la lumière. Bon, après je vous fais pas de dessin, il y a eu Trump, tout ça. Le ton a changé un petit peu. Alors j'ai publié la fin du rêve américain, point d'interrogation, parce que c'est très rare d'avoir un point d'interrogation dans un titre quand on n'est pas Jacques Attali. Donc moi, je me suis battu de haute lutte et j'ai eu ce point d'interrogation qui questionne cette fin du rêve américain dont on va parler pendant l'heure qui suit. Donc j'ai commencé à l'écrire, vous le croirez ou pas, au moment où Trump entre en campagne et il est sorti quand Trump était installé à la Maison-Blanche. Ensuite, j'ai fait appel à un certain nombre de collègues et on a fait ce livre collectif, La fin du rêve américain à l'épreuve de Donald Trump. Donc chaque auteur a pris un sujet qui est son sujet de prédilection et qui l'a analysé à la lumière du premier mandat de Trump. Et il est sorti en octobre 2020, donc on ne savait pas si ce serait le premier des deux mandats de Trump ou l'unique mandat de Trump. Ce qu'on a eu du mal à imaginer, c'est qu'il aurait pu revenir après avoir été battu. Ça, franchement, c'est Hollywood, hein. Vous mettez ça dans une série Netflix, les gens n'y croient pas, hein. Bon, j'ai tendance à dire que qui a besoin de Netflix quand on a CNN ? Alors, cette idée de rêve américain, elle est au cœur du Trumpisme, mais alors vraiment du début, alors je ne vais pas dire à la fin parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va finir, hein, c'est un peu le feuilleton, il y a des nouveaux épisodes tout le temps, parfois il se fait tirer dessus, ça c'est un peu comme JR, qui a tué, enfin bon bref, Et donc, en fait, son entrée en campagne en juin 2015, c'est un long discours qu'on a surtout retenu pour un aspect, c'était l'aspect vraiment très violemment anti-mexicain. Les Mexicains sont tous des violeurs, etc. Donc, c'est surtout ça qui a fait parler les journalistes. Mais ce qu'on a un petit peu loupé, c'est que il parle de beaucoup de choses, et c'est un petit peu décousu, mais il dit notamment ceci à la toute fin: c'est triste, mais le rêve américain est mort. Mais si je suis élu, je le ramènerai et il sera plus grand, meilleur et plus fort que jamais. Et nous rendrons sa grandeur à l'Amérique. Vous connaissez ce slogan, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il fait le docteur Trump ? Il fait le diagnostic du déclin des États-Unis, ce qui n'est pas exactement nouveau. Moi, je travaillais sur la question depuis 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui, aux États-Unis, reprochaient à Obama d'être le facteur du déclin, du recul de la puissance américaine. Donc, ce n'était pas tout à fait nouveau. Et donc,
Trump, en fait, se glisse un petit peu dans ce débat. Mais là où il ajoute quelque chose que les autres républicains n'ajoutaient pas vraiment, c'est qu'il y avait une dimension un petit peu contractuelle, c'est-à-dire qu'il promettait d'être l'artisan du renouveau, du redressement, si vous voulez, du rêve américain, quoi que ça veuille dire, de la puissance américaine. Et donc on peut se demander, et c'était un petit peu mon objet d'analyse à l'époque, si on a un véritable déclin. En tout cas, il y avait un débat sur le déclin, mais est-ce qu'il y a un véritable déclin, ou est-ce que c'est simplement ce qui m'occupait particulièrement à l'époque, le spectre du déclin, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de déclin, mais on a l'impression qu'il y a du déclin. Donc c'est là-dessus que Trump en fait capitalise, sur ce mécontentement, cette frustration de toute une partie de l'électorat américain, et sur lequel il fait un petit peu son miel électoral jusqu'à cette journée de janvier 2025, beaucoup plus près de nous, où il fait très froid à Washington, et donc oui, quand il fait froid à Washington en janvier, ça fait pas semblant, hein. Donc on s'est rabattu pour l'inauguration sous la coupole du Congrès, du Capitole, et là, alors je ne sais pas s'il pensait à moi et à mes petites affaires, mais il nous sort les formules suivantes. From this moment on, donc au moment de son investiture, America's decline is over. Il déclare officiellement fermé le déclin des États-Unis. Bon, il l'avait déjà fait un petit peu avant, mais enfin, c'est un petit peu sa marque de fabrique, hein. Et il ajoute... et là encore, je ne sais pas s'il pensait à moi, mais s'il pensait à moi, je le remercie. The American Dream will soon be back and thriving like never before. Donc on retrouve un petit peu ce qui fait la marque de fabrique de Trump, hein. C'est un homme de marque, véritablement. Le diagnostic du déclin, à nouveau, mais 10 ans avant, quand il entre en campagne, il fait le même, hein. La promesse du renouveau, bon, celle-là, cette fois-ci, il a été élu et réélu, donc... on peut s'attendre à ce que le rêve américain revienne pour de bon, parce qu'il s'en va, il revient, et puis bon, finalement, il est toujours parti, et donc c'est pour ça que Trump revient. Mais on ajoute quelque chose, parce que maintenant il est président, de performatif, c'est-à-dire que le fait de le dire, il le fait. Et quelque chose qui est très trumpien, mais aussi très américain, c'est exceptionnaliste, c'est-à-dire que vous n'avez jamais vu ça, c'est superlatif, like never before, et vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, vous avez vu aussi, hein. Non, mais c'est à la hauteur des promesses. On allait voir ce qu'on allait voir. Ça fait même pas 3 mois. Ça fait quoi ? Ça fait 10 semaines. Il en reste 198. Alors, Trump nous parle du rêve américain qui est mort, mais on peut se demander en fait de quoi on parle exactement. Si je vous demande de fermer les yeux, alors le faites pas parce que si vous le faites tous en même temps, c'est un peu bizarre, mais si vous étiez amené à le faire, vous fermez les yeux, vous vous dites le rêve américain, qu'est-ce que je vois ? Vous voyez sûrement ça, le pavillon de banlieue avec des images un peu sépia, voire carrément noir et blanc, avec quelqu'un un petit peu à la Cary Grant, la famille nucléaire avec le papa, la maman, les 2 enfants, la voiture et la fameuse, que vous voyez à droite, non à gauche, enfin, pour vous c'est à droite, la fameuse clôture blanche. Alors ça c'est drôle parce que cette clôture blanche qui est censée encadrer les pavillons, en fait elle encadre pas du tout les pavillons, il n'y en a jamais nulle part, mais c'est devenu une espèce de truc proverbial, tellement proverbial que quand Time Magazine s'interroge sur comment réparer le rêve américain, je crois en 2010, donc Trump n'existait pas encore, enfin si mais pas, vous voyez quoi, cette clôture blanche, elle illustre, et la dégradation de l'état de cette clôture blanche, ça illustre métaphoriquement le rêve américain et son déclin, son délabrement. Donc cette clôture est beaucoup plus qu'une clôture. Mais quand j'avais commencé à travailler sur le rêve américain, bon, j'ai lu tout ce qui existait sur le rêve américain, et notamment 2 bouquins qui étaient sortis quelques années auparavant sur, je vous le donne en mille, le rêve américain. Et ce qui est amusant, c'est que leur couverture
à plusieurs années d'écart, c'est quasiment la même couverture, c'est-à-dire papa qui rentre à la maison, avec le pavillon, et puis cette image avec les chapeaux, on est dans les années 50, la petite imagerie avec les petites étoiles. Et donc on est carrément dans une sorte de cliché de l'imagerie du rêve américain. Donc le pavillon qui est une espèce d'utopie édénique, c'est-à-dire du retrait, du repli loin de la ville, qui est la corruption, le danger, etc. La clôture blanche qui symbolise également cette espèce d'inviolabilité, la forteresse un petit peu, non pas de la banlieue mais du pavillon. La banlieue résidentielle, qui est un ensemble de petites forteresses au-delà de la ville, et qui est ce que j'aime bien décrire comme le laboratoire du rêve américain, c'est-à-dire que la banlieue résidentielle pavillonnaire, qui est marginale géographiquement, mais qui est centrale démographiquement, puisqu'elle compte quand même plus de la moitié de la population américaine. Ils ne sont pas dans les grandes villes et ce n'est pas dans les campagnes, c'est dans les banlieues tentaculaires. Et puis cette idée de Main Street, cette espèce de nostalgie où on voit des vieilles voitures et ce genre de choses. Et généralement, Make America Great Again, on pense aux années 50. Les Américains, quand on leur demande, c'est les années 50 notamment. Le problème, c'est que ces images un petit peu d'Épinal qu'on a en tête, eh ben, elles sont un petit peu écornées par la réalité. Et ce rêve américain, qu'on peut définir généralement par les trois conditions suivantes, si on travaille dur, qu'on respecte les règles, et donc qu'on ne triche pas, et qu'on joue le jeu, eh ben, ce sont les conditions pour réussir à plus ou moins long terme. Et donc, il faut prendre son mal en patience, s'acharner, et puis ça finira par payer. Le problème, c'est que l'histoire semble démonter un petit peu ce deal, si vous voulez. On voit la désindustrialisation de régions entières, la Rust Belt, toute la région autour des Grands Lacs, qui votait historiquement démocrate depuis des générations, et puis qui, soudain, a voté pour Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un peu l'impression de s'être fait avoir. Le rêve américain, c'était plus pour eux, c'était des histoires qu'on se racontait, mais pas chez eux. Et eux voyaient que y avait un décalage entre le récit et leur réalité. Et donc, on voit cette espèce d'escalier là, qui monte marche après marche vers la réussite et qui est dans un sale état. Et puis, on ne sait pas si on va y arriver et s'il restera une petite part de rêve américain pour nous. Donc c'est cette espèce d'incertitude, voire de certitude que ça n'existe plus, qui rend également Trump viable politiquement. Aussi bizarre que ça ait pu paraître au départ, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Trump ? C'est un type de la télé, ça ne marchera pas. Soyons sérieux 5 minutes. Bon, je ne donnerai pas de nom, mais... donc, quand on demande aux Américains, mais alors qu'est-ce que c'est pour vous le rêve américain ? Eh ben, c'est parfois très surprenant. Quand on leur demande, donc ça, ce sont des statistiques de 2017. Donc, contextuellement, on est quand ? On est c'est les 6 premiers mois, ça va être l'été 2017. Donc, Trump est président Maison-Blanche depuis un peu plus de 6 mois à peu près. Donc, c'est pour vous situer. Quand on leur demande c'est quoi ? Il y a peut-être un point qui vous frappe tout de suite, c'est que donc la première colonne, c'est ce qui est essentiel, ce qui est important mais pas essentiel, et ce qui n'est pas important finalement, c'est la liberté de vivre sa vie comme on l'entend. Bon, là, dedans, il n'y a pas de grosses voitures, il n'y a pas de pavillon de banlieue, c'est immatériel. C'est vivre sa vie comme on l'entend, ça peut être des tas de choses, mais ça n'a rien de financier, de matériel ou même de professionnel. Avoir une vie de famille épanouissante, good family life, donc là c'est pareil, c'est 70% essentiel, 28% important mais pas essentiel, ça fait quand même 98%, c'est quand même pas mal. Et là c'est encore quelque chose qui est immatériel. Pouvoir prendre sa retraite en dehors sans être dans le besoin, comfortably, c'est-à-dire c'est pas non plus Byzance, pareil, c'est très élevé.
apporter une contribution à sa communauté, bon, alors son cercle, ses amis, les gens qui sont comme nous, le voisinage, le village, la ville, le quartier, c'est un petit peu pour chacun. Donc là encore, on est dans l'immatériel. Posséder sa maison, vous voyez que ça arrive quand même assez... être propriétaire, ça arrive quand même bien derrière. Avoir une carrière réussie. Et alors ça, c'est pas forcément non plus, quand on creuse un peu dans d'autres sondages, c'est pas forcément faire fortune, c'est aussi avoir un métier qu'on aime, même si c'est pas forcément très lucratif. Être son propre patron, par exemple, ça fait partie de cette catégorie-là. Et vous voyez le dernier item, devenir riche, becoming wealthy, 11%, 49%, et puis surtout, ce que vous voyez à droite, c'est que pour 40% des Américains, c'est beaucoup plus que dans tous les autres, c'est pas important. Donc si vous pensiez que le rêve américain, c'était devenir riche, les Américains ne sont pas d'accord. Bon, qu'est-ce qu'ils en savent ? Après, quand on creuse un petit peu, qu'on leur demande, mais vous, parce qu'il y a toujours la question de, en général, c'est quoi ? Ou alors pour la société, c'est quoi ? Et puis, mais pour vous personnellement. Alors, quand on leur demande, est-ce que vous avez atteint le rêve américain ? Alors, quoi que ça veuille dire, hein, ou est-ce que vous êtes sur le chemin, en voie de l'obtenir, ou est-ce que c'est hors de portée, la dernière colonne ? Ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près un gros tiers des Américains qui disent y être arrivés, une petite moitié qui disent qu'ils n'y sont pas, mais qu'ils n'y sont pas encore, et donc qui croient que, en s'accrochant, en travaillant dur, ils vont finir par y arriver, donc ils ne désespèrent pas. Et puis là, on est toujours en 2017, on a 17% des gens qui pensent que c'est hors d'atteinte. On voit que les Blancs sont plus susceptibles que les Noirs et dans une certaine mesure que les Hispaniques d'y être arrivés. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les Hispaniques, qui sont les immigrés les plus récents, il n'y a pas les Asiatiques là-dedans, les Asiatiques sont assez hauts. On voit qu'il y a une grosse disparité, non pas seulement entre les Noirs et les Blancs, ce qu'on peut attendre historiquement aux États-Unis, hein, mais entre les Blancs et les Hispaniques. Alors comme ça reste assez subjectif, peut-être que pour les Hispaniques, là où ils en sont actuellement, ça correspond au rêve américain, qui n'est pas forcément le même rêve américain que les Noirs. Mais on voit que les Noirs ne sont pas forcément pessimistes, parce qu'ils sont quand même très nombreux, non pas à dire qu'ils y sont, mais à dire qu'ils vont y arriver. Et quand on regarde ceux qui pensent que c'est cuit, c'est fini, il n'y en aura pas, Noirs, Blancs et Hispaniques sont à peu près dans la même fourchette. Donc il n'y a pas du tout de disparité raciale sur le côté, le rêve américain, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. En revanche, quand on commence à regarder le niveau d'éducation et dans certains autres sondages, les niveaux de revenus, c'est là qu'on voit les plus grosses disparités. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes susceptible de dire que le rêve américain, vous y êtes arrivé ou c'est possible. Moins vous l'êtes, plus vous êtes susceptible de dire que tout ça, c'est des histoires. Ou en tout cas que c'est pas pour vous. Et même les différences partisanes ne sont pas énormes. Quand on regarde un petit peu, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des choses beaucoup plus marquées. Les républicains sont plus optimistes parce qu'on est sous Trump depuis à peu près 6 mois. Donc ils n'ont pas encore eu le temps de se lasser. Et bon, c'est vrai qu'en 2020, ça n'aura pas forcément été le même discours, mais là, on est en 2017. Alors, faisons un petit bond dans le temps et regardons un petit peu comment ça évolue. Là, on est en 2024, on est l'été dernier. Est-ce que le rêve américain est toujours possible ? Une petite moitié. Est-ce qu'il a été possible mais ne l'est plus ? 40%. Et est-ce qu'il ne l'a jamais été ? 6%. Et quand on commence à creuser, on se rend compte que... Alors là, il y a deux graphiques. Bon, c'est un peu illisible, mais je vais vous aider, vous allez voir. Là, c'est un petit peu en général pour la société, et là, c'est individuellement pour vous en particulier. En fait, on retrouve un peu les mêmes clivages, et notamment quelque chose qu'on ne voyait pas forcément, le clivage de l'âge, notamment, non pas seulement les jeunes et les plus de 30 ans, en gros, les vieux qui ont plus de 30 ans. Non, là, la rupture, elle se fait autour de 50 ans, et elle est très nette. Et ce qu'on voit, c'est que les plus de 50 ans sont relativement optimistes, ou alors sont plus susceptibles de dire que, c'est possible en général, et nous, on y est arrivé. Et les plus jeunes, mais les plus jeunes jusqu'à 50 ans, sans véritable grosse rupture entre les sous-groupes, pensent que c'est plus possible et que eux, ils y sont pas et ils y seront probablement jamais. Pareil, on retrouve là à la fois éducation et revenus, mais ce qu'on remarque, c'est que 7 ans après,
l'équilibre des forces entre moi j'y suis, moi je pense pouvoir y arriver et moi je l'aurai jamais sont assez différents, et notamment le plus marquant, c'est la première ligne tout en haut là-bas, où en fait le taux de gens qui disent ça n'existe plus, le rêve américain, a doublé en 7 ans. Donc ça, c'est assez considérable. Ça veut dire qu'il y a un pessimisme qui est beaucoup plus répandu, parce que c'est pas certaines catégories, c'est en général, hein. Et ça peut aussi expliquer pourquoi il y a ce ras-le-bol anti-Biden, mais en fait un petit peu anti-tout le monde, qui profite à Trump dans les mois qui suivent. Hein. Vous avez suivi les élections? Oui, d'accord. Non, mais je me disais aussi. Alors, l'idée de rêve américain, elle a été théorisée. Bon, la chose existe depuis bien plus longtemps, mais le mot vient d'un bouquin d'histoire américaine de vulgarisation de 1931. Donc on est en pleine Grande Dépression, hein, ça ne vous aura pas échappé. Et cette définition du rêve américain, qui est un petit peu la définition officielle, elle fait référence notamment à la dimension non pas seulement rêve, mais américain, c'est-à-dire l'ancrage, le lieu, le fait que c'est possible en Amérique. Et donc cette idée de laboratoire, c'est pas seulement l'idée de la banlieue pavillonnaire dont je vous parlais tout à l'heure, mais le fait que c'est possible parce qu'en Amérique, il y a les conditions qui font que c'est possible. Et on retrouve cette idée de matériel immatériel, et notamment James Truslow Adams qui explique que c'est le rêve d'un endroit où la vie peut être better, richer, fuller. Là-dedans, il n'y a pas de dollar. La vie peut être plus épanouissante. Donc c'est l'idée d'un accomplissement de soi et d'un accomplissement de son potentiel, à chacun selon ses moyens, mais de pouvoir réaliser son potentiel jusqu'à 100%, de ne pas être tiré vers le bas ou bloqué dans sa progression personnelle. Il explique, on est en 31, que les Européens, surtout les classes supérieures européennes, ont du mal à comprendre cette idée de rêve américain. Alors, les classes inférieures européennes, elles ont compris, hein, c'est pour ça qu'elles vont en Amérique, parce que c'est là où on peut faire mieux que ce qu'on a. Mais il explique également, on est en 31, que y compris en Amérique, on a déjà tendance à être un petit peu sceptique sur cette idée de rêve américain. Donc cette idée de c'est fini, c'est cuit, c'est pas pour moi, en fait c'est pas nouveau, on le voit déjà, et la Grande Dépression nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient à se dire mais tout ça c'est des histoires. Et c'est là qu'il explique que c'est pas du tout forcément quelque chose de matériel, c'est pas des grosses bagnoles et des gros salaires, ou pas seulement, mais cette idée d'accomplissement qui est vraiment structurante. Et c'est structurant parce que ça devient un récit. Et ce récit, il est répété, rabâché, et il structure un petit peu la façon dont les Américains se représentent leur vie à venir, la trajectoire, comme ils s'imaginent. Et donc, par exemple, le pavillon, pour réussir, c'est le pavillon, l'image du pavillon. Et pour les extra-américains, donc les immigrants potentiels, il y a cette idée aussi qui traverse un petit peu les frontières et qui devient ce qu'on imagine comme étant le rêve américain, à tort ou à raison. Alors évidemment, cette idée de rêve américain, de promesse, c'est un outil de campagne en or, notamment pour les candidats d'opposition. Parce que les candidats d'opposition, c'est ceux qui veulent renverser la table et dire le président actuel n'a rien compris, votez pour moi et vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, vous voyez ça. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est aussi indémodable et c'est devenu un tel cliché que ça devient quelque chose qui est quasiment impossible à omettre dans un discours ou dans un argumentaire de campagne. Ce rêve américain, il est soit à restaurer, et généralement c'est la figure de Trump, hein, c'est-à-dire le candidat qui veut renverser la table, ou à défendre, à défaut quand vous êtes le président sortant. Il ne faut surtout pas que l'autre ait accès à la Maison-Blanche, parce que sinon vous allez perdre votre rêve américain.
C'est pas nouveau parce que la campagne de Ronald Reagan, candidat d'opposition en 80, se structure autour d'un message qui va peut-être vous dire quelque chose. Let's make America great again. Vous aussi, ça vous dit quelque chose? Bon, il n'y a pas que moi, je suis rassuré. Non, parce que Trump n'est pas très très bon en environnement, mais il est très bon en recyclage. Promises made, promises kept, c'était Nixon. Il n'a pas fait le Watergate, mais il a fait des impeachments. Bon. Donc Reagan, 80, veut rendre sa grandeur à l'Amérique, et c'est l'Amérique des années 70. C'est le Vietnam, le premier puis le deuxième choc pétrolier, l'Iran, bon voilà, le Watergate, tout ça. C'est pas la grosse fiesta, hein. Les États-Unis fêtent leurs 200 ans en 76. L'humeur est un peu terne. Donc en 80, rendre sa grandeur à l'Amérique, ça parle, hein, ça parle beaucoup. Donc forcément, le slogan trouve un écho. Bill Clinton, en 92, se présente comme candidat démocrate après 12 ans de règne des républicains. Donc restaurer l'espoir, restore hope in the American dream. Alors en plus, c'est génial. Bill Clinton, il est né dans un patelin de l'Arkansas. Vous le croirez si vous voulez. Bon, vous n'avez pas le choix parce que c'est vrai. Mais ce patelin de l'Arkansas s'appelle Hope. Non, mais c'est Hollywood, hein. Et Barack Obama, après 8 ans de présidence Bush, explique que, non seulement, bon, évidemment, comme tout le monde, il va rendre sa grandeur à l'Amérique, mais il explique que son parcours n'est possible qu'en Amérique. Il n'y a qu'en Amérique qu'on peut voir un petit gars comme ça arriver aussi haut, aussi vite. Donc, il y a cette idée un petit peu d'un président thaumaturge qui, par la seule force de sa volonté, peut toucher l'Amérique et lui rendre sa grandeur. Tout ça, c'est assez mignon, mais c'est un petit peu ce qu'on attend d'une campagne. Mais ça exagère également, aux yeux des Américains et aux yeux des médias qui couvrent les présidentielles américaines, le rôle et les pouvoirs du président. Et donc c'est pour ça qu'on explique toujours et on couvre les élections présidentielles, enfin les élections américaines comme des élections présidentielles, et on nomme toujours le Congrès parce que c'est des gars, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage, ils sont là juste un peu pour décorer. Et en fait, non, parce que demandez à Barack Obama ce qu'il en pense, ils peuvent vous mettre des bâtons dans les roues et vous ne pouvez rien faire. Donc, cette campagne sur le rêve américain, sempiternelle, a tendance à un petit peu obscurcir le réel. Alors, le couple peur et histoire jalonne toute l'histoire américaine depuis le début, et même le début du début, puisque dans la migration d'Europe essentiellement, mais aussi d'Asie, vers l'Amérique du Nord, il y a toujours deux volontés. La première, c'est fuir les persécutions. Ça peut être les persécutions religieuses, pour les puritains en particulier, mais ça peut être aussi fuir les persécutions politiques. Après les révolutions de 1848, par exemple, et tout un tas d'opposants à des tas de choses à travers l'histoire. Mais ça peut être également, et parfois c'est pas totalement exclusif, améliorer sa condition matérielle. Les Siciliens en 1900, les Scandinaves dans les années 1860-70, parce que la Scandinavie, on a tendance à imaginer des pays très riches actuellement, bon, c'est pas tout à fait faux. Au 19e siècle, c'est des famines, c'est-à-dire que les gens crèvent la faim et donc vont en Amérique parce qu'on peut trouver mieux que la famine. Mais on a toujours cette association d'une possibilité d'une vie meilleure, de quelque chose qui est possible, et qui est possible en Amérique, mais également de la fragilité et du fait qu'on peut retirer cette promesse. Depuis les puritains pensent qu'ils vont pouvoir faire une communauté idéale en Amérique et vivre leur foi comme ils l'entendent, mais que les autorités en Angleterre peuvent tout leur piquer d'un moment sur l'autre. Et donc ce spectre du déclin et de l'effondrement, il est permanent et il est là depuis le tout début. Et donc, il y a l'association entre fragilité et le caractère précieux. C'est précieux parce que c'est fragile et c'est fragile parce que c'est précieux. Cet arrière-plan puritain, en fait, il va dépasser la période puritaine et on le retrouve un peu tout le temps. C'est pour ça que c'est une période qui est absolument fondamentale en dehors des clichés. Les puritains partent d'Angleterre parce qu'ils sont persuadés qu'après la prise de La Rochelle, qui est un peu le bastion protestant en France,
par les troupes de Louis XIII, Richelieu et des catholiques, et la prise du Palatinat par les catholiques également, que l'Angleterre est la prochaine sur la liste. Donc eux, ils s'attendent à un effondrement, à quelque chose d'absolument catastrophisme. Et ce catastrophisme, il va finir par se répandre dans l'imaginaire américain bien au-delà du XVIIe siècle et des seuls puritains. On retrouve également, ou plutôt on trouve la première mouture de cette Amérique laboratoire également. Et l'impératif d'homogénéité, c'est-à-dire qu'on ne peut réussir que si on est entre nous, pas entre blancs, c'est pas la question, pas entre protestants, entre congrégationalistes, hein, parce que les presbytériens, qui sont d'autres protestants, eux, non, pas possible. Donc on est entre nous. Les Quakers, c'est hippie, non, surtout pas. Donc on veut être entre nous. Et entre nous, ça marche, avec les autres, ça marche pas. Donc vous voyez que vous adaptez ça, on va le voir, on va voir quelques autres exemples, et vous voyez ça actuellement. Il faut qu'on soit entre nous pour que ça fonctionne. Au moment de la Révolution, on garde cette espèce de spécificité américaine. Les nouveaux États-Unis, ce qui devient les États-Unis, c'est une espèce d'expérience, de trucs nouveaux. On n'a jamais vu ça nulle part. Et donc, on recommence l'histoire humaine. Et donc, cette rupture géographique entre l'ancien monde et le nouveau monde, elle est également appliquée au cadre temporel. On crée quelque chose de nouveau, une espèce d'année zéro. Et donc, ça nourrit un concept qui est absolument fondamental, qui est l'exceptionnalisme. Et donc cette idée que l'Amérique, les États-Unis, c'est quelque chose de différent. Et normalement, l'exceptionnalisme, c'est différent et mieux. Ça peut être aussi ce qu'on appelle l'exceptionnalisme à l'envers ou inversé, qui est c'est différent, mais pas forcément mieux. Il y a pas mal de statistiques qui permettent de montrer que les États-Unis sont number one, mais pas comme il faudrait. Et l'idée du providentialisme, que tout ça n'est possible que parce que au-dessus, il y a Dieu qui autorise et qui fait des Américains son espèce de nouveau peuple élu. Et on le voit avec l'idée de destinée manifeste. Les Américains poussent vers l'Ouest au détriment des autres parce qu'ils ont Dieu de leur côté. Et donc, forcément, ils sont invincibles. Et puis, quand on a Dieu de son côté, bon, on a raison. Donc, c'est un peu l'idée. On fait ça parce qu'on a Dieu de notre côté, et donc on a raison. Et donc, pourquoi se gêner? Et donc, dans ce 19e siècle en mutation perpétuelle, le drapeau américain il change quasiment, je ne vais pas dire tous les ans, mais il change très souvent, parce qu'à chaque fois qu'on récupère un nouvel État, on met une nouvelle étoile. Et donc, le drapeau, il change tout le temps. C'est le seul drapeau qui change, en fait, pas en fonction des saisons, mais qui s'adapte à la géographie du pays. En fait, il n'y a que aux États-Unis qu'on voit ça. Donc, il y a cette espèce de dualité entre cette expansion qui confère une espèce d'ivresse, nous sommes irrésistibles, et puis la peur des autres, l'angoisse de l'altérité, les immigrés, les gens qui sont de l'autre côté, les Mexicains, les Irlandais. Et donc, la volonté de toujours mettre à l'écart ou d'attribuer le mauvais rôle à des boucs émissaires. Donc, ça peut être les Irlandais, beaucoup. Ça peut être les Chinois en Californie. Et puis, à la fin au tournant du 19e, 20e, il y a un certain nombre de spasmes sociaux, économiques, démographiques. L'Amérique change. Alors, l'Amérique, elle change tout le temps, hein, mais elle change de manière beaucoup plus brutale à ce moment-là, avec une urbanisation, une immigration et une industrialisation qui se nourrissent l'une l'autre et qui donnent un pays qui change à vue d'œil quasiment, et ça crée un malaise. L'Amérique traditionnelle a l'impression que le pays lui échappe. On a l'impression que cette Amérique qu'on imaginait éternelle, évidemment c'est faux, est en train de devenir quelque chose de différent et de nettement moins bien. Et donc c'est dans ce contexte de mutation pas forcément positive que se créent des mouvements de réaction au sens strict, dont on va revenir sur. Le Ku Klux Klan est une des manifestations de ça. Les quotas migratoires dans les années 20, c'est une manifestation de ça. La prohibition, je reviendrai tout à l'heure sur le concept de croisade symbolique. C'est pas du tout la prohibition. Il y a un problème d'alcoolisme aux États-Unis au XIXe siècle, mais c'est aussi une façon d'édicter la norme et de dire c'est nous qui disons comment on va faire. C'est pas les immigrés récents. Donc la prohibition, c'est beaucoup plus
que la prohibition. De la même manière qu'une sorte de réitération de la croisade symbolique, l'avortement, c'est beaucoup plus que l'avortement. C'est une façon d'exercer le contrôle et de dire c'est nous qui expliquons comment ça se passe. Le procès du singe et le procès de l'évolution, c'est la même chose. C'est une fabrique de l'athéisme. Et l'Amérique est censée être chrétienne. Si elle se déchristianise, c'est la fin des haricots, c'est la fin aussi de cette protection qui nous est accordée. Et ensuite, si on avance un petit peu dans la chronologie, ce qu'on voit, c'est que les années 50 deviennent une sorte d'archétype de la grandeur, parce que toutes les cases sont cochées au même moment, la prospérité, la stabilité politique, surtout comparée à maintenant, mais ça ils ne pouvaient pas le savoir, hein. Une certaine mobilité sociale. Et là, c'est pareil, il y a une frustration aujourd'hui parce que ce qui se passait dans les années 50-60 jusqu'à 70, même 80, où on pouvait avoir un bon boulot à l'usine comme papa et puis monter les échelons et puis gagner très honnêtement sa vie, ça c'était possible à l'époque, ça ne l'est plus maintenant. Et puis l'idée de la puissance militaire, on est en pleine guerre froide, on est avant le chancellement du Vietnam, et donc le moment où on commence à s'interroger sur l'Amérique, est-elle vraiment aussi grande qu'elle y aspire. Alors aujourd'hui, ce spectre du déclin, dont je vous parlais au début, il se manifeste en fait essentiellement sur deux scènes. La scène internationale, donc celle de la guerre froide à l'époque, le Vietnam, et puis après il y a eu l'URSS pendant la guerre froide, et puis le Japon qui vendait des petites voitures, mais diablement plus efficaces que les gouffres à essence que constituait l'espèce de paquebot américain d'après-guerre. Donc les chocs pétroliers aidant, vous voyez l'idée. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui prend la place du grand méchant URSS à un moment, Japon à un autre moment. Et en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que l'accession à la Chine au commerce mondial, et d'ailleurs ces derniers temps on a vu la Chine défendre le libre-échange contrairement aux Américains. Donc là, parfois on ne sait plus trop où on habite. Et d'une certaine manière, le succès de la Chine entraîne le déclin relatif des États-Unis dans le commerce mondial, mais est-ce que ce n'est pas non plus une façon de consacrer la victoire du capitalisme américain au début des années 2000 que de faire en sorte qu'il y ait ce nouveau rival qui vienne prendre sa part autour de la table du commerce mondial? Alors, le débat sur le déclin, il est à la fois économique. Trump le nourrit tout le temps. On se fait bouffer, il faut qu'on mette des droits de douane pour arrêter de se faire avoir. Mais également militaire, on n'est plus respecté avec Obama, il faut qu'on frappe dur, mais également qu'on frappe nettement moins parce qu'on est trop en guerre. Et un point qui est absolument essentiel dans l'exercice de la puissance, alors là c'est de la géopolitique pure, c'est l'exemptionnisme. L'exemptionnisme, c'est le fait de ne pas forcément pouvoir contraindre les autres à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Ça, c'est la puissance. L'exemptionnisme, c'est essayer toujours, vous n'arriverez pas à me convaincre et vous n'arriverez surtout pas à me contraindre. Donc, vous pouvez dicter toutes les règles de droit international que vous voulez, elles ne s'appliquent pas à moi parce que je n'ai pas envie. Et que vous ne pouvez pas m'y contraindre parce que je suis suffisamment autonome pour ça. Donc l'exemptionnisme, c'est aussi une façon de se tenir à l'écart, mais d'exercer de la puissance. Dans les années 2010, ce qu'on voit avec Obama, c'est la transition du nation building bushien, si vous voulez, au Moyen-Orient. On va recréer des démocraties là où il n'y en a pas, vers un retour sur l'investissement à la maison, qui est exactement ce que Trump veut faire, sortir des guerres pour dépenser à nouveau à l'intérieur, mais si possible, pas trop. Et à l'intérieur, justement, la question qui se pose, c'est cette question de l'exceptionnalisme. Est-ce qu'on est toujours aussi grand et aussi exceptionnel, aussi différent en mieux qu'on nous l'a répété toute notre enfance, etc. La mobilité sociale des années 50-60 dont je parlais, est-ce que tout ça est encore possible comme c'était censé être le cas dans le contrat, ou est-ce qu'on arrive dans une société où le déterminisme
revient, le déterminisme qui était censé être l'ancien monde, l'Europe, et pas l'Amérique, où la classe prédétermine ce que vous arriverez à faire. C'est-à-dire que si vous naissez pauvre, vous resterez pauvre. Et c'est pas censé être ça, les États-Unis. Donc là, il y a une question qui se pose sur est-ce qu'on est vraiment toujours conforme à ce qu'on est censé être ? Le travail, mais aussi l'éducation et la formation sont censés être le sésame de cette mobilité sociale. Et on se rend compte que ça n'est plus forcément le cas. On peut travailler dur. Ça, c'est les chansons de Bruce Springsteen, hein, depuis le Moyen-Âge. Vous pouvez travailler dur, mais vous n'y arrivez pas forcément. Et puis là, de plus en plus, vous avez des diplômes universitaires, mais vous ne trouvez pas d'emploi qui vous permet de faire mieux que survivre. Et puis, la question qui est connexe et qui est absolument centrale, notamment en 2024, c'est cette question du pouvoir d'achat. Alors, autant le prix des œufs, dont on a beaucoup parlé, ça ne vous a pas échappé, j'imagine. Jamais autant parlé du prix des œufs que ces derniers temps. Si vous m'aviez dit il y a 20 ans qu'un jour on me poserait des questions sur le prix des œufs... vous aurez peut-être regardé bizarrement. Et évidemment, ce qui coûte un petit peu plus cher pour l'instant qu'une boîte d'œufs, c'est le fameux pavillon de banlieue qui est devenu complètement hors de portée pour beaucoup. Et puis, dans l'immatériel, parce que tout ça c'est bien, le pavillon de banlieue, mais pour ça, il faut être encore vivant pour pouvoir se l'acheter. Et vivant et en bonne santé. Quand on voit les épidémies, alors obésité, opioïdes, mais également ce qu'on a appelé les morts de désespoir, c'est-à-dire à la fois les overdoses, les suicides et toutes les maladies liées à l'alcoolisme et qui entraînent des décès prématurés, puis les fameuses tueries de masse dont on parle énormément dans les médias, tout ça fait qu'il y a une espèce d'ombre qui plane sur le rêve américain et qui n'a plus l'air d'être ce qu'il était. Et donc, aujourd'hui, il y a également en parallèle, ce qui explique au-delà de cette frustration, le vote Trump, c'est la disparition d'une Amérique qui est censée être archétypale. Mais c'est ce qu'on voyait déjà en 1900. Et donc, cette espèce de nostalgie d'une Amérique qui était mieux avant, avec ce qu'on voit avec le phénomène des tradwives, là, les femmes qui se déguisent en femmes des années 50, qui restent à la maison parce que travailler, vous n'y pensez pas. Je suis une femme soumise, je fais des cookies toutes les journées. Et je mets ça sur Instagram. Parce que je suis une femme moderne des années 50. Et donc, en 2016, il y a des statistiques qui sortent très intéressantes parce qu'on ne les voyait jamais avant sur l'élection qui arrive est-elle l'élection de la dernière chance pour sauver l'Amérique blanche, mais également l'Amérique chrétienne et également l'Amérique un petit peu traditionnelle et conservatrice. On est dans les années 20, 1920, c'est exactement les mêmes schémas. Et donc, on a les mêmes réponses, la résistance par la croisade symbolique, qui est un livre du sociologue Joseph Gosfield dans les années 60, qui parle de la tempérance et de la prohibition, mais dans la réédition, celle-ci, il dit que dans les années 80, l'avortement est devenu la nouvelle croisade symbolique. Et donc, c'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Donc cette question de l'élection de la dernière chance, vous pouvez voir que les républicains sont nettement plus nombreux que tout le monde à penser qu'effectivement c'est l'élection de la dernière chance. Et la distinction entre trumpistes et républicains, vous la voyez, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus susceptibles de répondre que oui, à près de 2/3, l'élection de 2016, c'est la dernière pour sauver l'Amérique. Si on perd celle-là, c'est foutu, l'Amérique s'effondre. Quand on commence à creuser dans les catégories, ce qui est amusant, c'est de voir alors les évangéliques tout en bas. Bon, c'est pas non plus très très surprenant. Les classes ouvrières, donc où Trump a beaucoup exploité cette frustration, c'est pas surprenant de les retrouver là. Mais regardez les hispaniques en haut. Ah oui, mais depuis 2016, on sait qu'ils adhèrent à ce genre de. Et puis on fait toujours un petit peu semblant d'être surpris. Mais comment peut-il voter pour Trump ? Tout est là. Quand on commence à regarder également par parti, on voit aussi que les indépendants, qui sont censés être plus modérés que les républicains, sont assez nombreux à adhérer à un certain nombre de thèses comme le changement, notamment démographique, me fait me sentir comme un étranger dans mon pays. Alors, les working class America, white working class, les trouver aussi haut, pourquoi pas ?
les indépendants, c'est beaucoup plus surprenant. Et quand on regarde qui pense que c'était mieux avant et que l'Amérique d'aujourd'hui est moins bien que l'Amérique des années 50, plus vous allez vers la droite, plus vous avez les catégories que vous pouvez imaginer retrouver. Alors au milieu, là où j'ai un peu fluoté en jaune, tous les Américains, donc toutes catégories confondues, 51% pensent que c'était mieux avant et 48% pensent que c'est mieux aujourd'hui que dans les années 50. Et donc vous voyez que bon, les démocrates sont plus nombreux, les hispaniques, catholiques, les noirs, les jeunes, etc. Et les diplômés sont plus optimistes, et de l'autre côté, vous retrouvez les blancs, les plus de 65 ans, et tous les chrétiens blancs, les républicains et les évangéliques tout au bout, qui sont les plus pessimistes sur cette espèce d'effondrement culturel. Donc on trouve trois principaux boucs émissaires, les hispaniques, paradoxalement, la déchristianisation, c'est-à-dire le recul de la religion, de la religiosité, et l'essor parallèle de ce qu'on appelle les nones, ceux qui se revendiquent d'aucune tradition religieuse, mais qui ne sont pas forcément athées, on va le voir. Et puis l'espèce de déclin moral qui est en fait alimenté par les jeunes, et parce qu'on voit que génération après génération, les Américains sont de plus en plus progressistes. Donc, quand on arrive autour de 2015-2016, on voit un certain nombre de cartes poindre comme ça sur l'Amérique de 2014, c'est la petite carte bleue que vous avez tout en haut, et des projections sur l'Amérique de 2040 et 2060. Et plus c'est foncé sur les cartes bleues, plus on arrive dans des endroits où les Blancs sont minoritaires. Et oui. Et donc, en gros, ces cartes disent aux Blancs américains... d'ici 2040, voire avant pour cette carte-là, vous serez minoritaire. Alors qu'avant, vous étiez 80-90% du pays. À un moment, vous serez minoritaire. Il y a des gens qui disent « formidable, de toute façon, j'avais aucune envie d'être majoritaire ». Ils sont plutôt démocrates. Et des gens qui vous disent « ah, mais c'est peut-être un petit peu un problème, ça ». Et donc, généralement, ceux-là sont plutôt républicains. Et donc, on retrouve notre ami Donald et cette histoire de mur. Vous avez peut-être entendu parler de cette passion qu'il a pour la maçonnerie. Et ben en fait, c'est pas nouveau parce que le mur, on le retrouve sous George W. Bush déjà, à l'époque où Donald Trump n'était qu'une star de la télé-réalité, et sous Bill Clinton dans les années 90, un petit peu forcé en cela par son congrès d'opposition républicain. Et donc tout ça est finalement pas tout à fait nouveau. Là où Trump arrive à imposer sa marque de publicitaire d'une certaine manière, c'est le côté simpliste, le côté slogan. Alors c'est simple, mais c'est aussi simpliste parce qu'évidemment, quand il n'a pas le congrès, ben, il n'a pas d'argent, il ne peut pas construire son mur, et il n'en a pas construit beaucoup. Mais il arrive à instiller cette idée d'une invasion hispanique et d'une nécessité de construire ou de reconstruire une sorte de forteresse à Amérique, notamment à la frontière avec le Mexique, mais aussi à la frontière du Canada. Vous n'imaginez pas l'invasion des Canadiens, quelle horreur. Plein de drogue. Catastrophe. Et le paradoxe, c'est que l'immigration est censée correspondre de manière assez élevée à l'idée qu'on se fait du rêve américain et d'une vie meilleure. Donc on a cette espèce de conflit des rêves américains entre celui d'une Amérique un petit peu archétypale qui a peur des étrangers et celle des immigrés qui veulent pouvoir se réaliser, s'accomplir en Amérique parce que c'est là que c'est possible. Et alors en 2016 est sorti un livre que vous voyez ici qui porte sur la Louisiane et le conservatisme un peu paradoxal des gens qui souffrent le plus de la pollution en Louisiane. Alors, la Louisiane, c'est pollué par la pétrochimie comme vous ne pouvez pas imaginer, et pourtant les gens votent pour les Républicains et le Tea Party à l'époque qui dérégulent à tout va. Donc le paradoxe, c'est que mais vous avez des cancers qui sont liés à la pétrochimie, vous ne voudriez pas voter pour les gens qui vous empêchent d'avoir des cancers? Ah non, pensez donc. Et ce qu'elle explique, elle arrive, Harley Hochschild, à ce concept des line cutters, des resquilleurs, notamment, et ça marche particulièrement bien pour les immigrés légaux. Et ça permet de comprendre pourquoi les hispaniques légaux
n'aiment pas les hispaniques illégaux. Parce qu'ils ont l'impression que le rêve américain, elle explique ça avec une espèce de métaphore, c'est une colline où on fait la queue pour arriver en haut, et en haut, c'est le rêve américain. Donc on attend son tour, et puis on voit des resquilleurs qui, ça vous est déjà peut-être arrivé, ce genre de situation. Vous savez, dans les aéroports où tout le monde est le premier. Bon ben là, c'est un petit peu la même chose, où tout le monde est en train de vous passer à côté, genre, mais enfin, ils peuvent pas attendre comme tout le monde. Ben non. Et le problème, c'est qu'ils voient que les démocrates leur disent « Ah, mais vous n'avez pas de papier, vous passez avant tout le monde ». Et donc là, il y a une idée d'injustice, et cette idée d'injustice, elle est particulièrement prégnante. Et donc ça explique pourquoi il y a beaucoup, y compris en 2024, d'hispaniques qui votent pour Trump, parce qu'ils veulent rétablir une espèce d'équité, finalement, entre les légaux et les illégaux. En revanche, ce qui correspond bien davantage au rêve américain, c'est que quand on regarde les statistiques de création d'entreprises, notamment des auto-entrepreneurs, quelle est la catégorie la plus élevée? Ce n'est pas les blancs, c'est les hispaniques, rapportés à la population. Et donc le taux d'auto-entrepreneurs et d'entreprises est le plus élevé chez les hispaniques, plus que chez les blancs. Donc cette idée de créer sa boîte, etc., c'est vraiment très très rêve américain, et on trouve ça chez les hispaniques. Les asiatiques, eux, sont considérés, alors ils n'aiment pas trop ça, mais comme la minorité modèle, parce que par l'éducation et par l'éthique du travail, ils arrivent à s'assimiler et à atteindre des sommets en termes de revenus et en termes d'intégration. Alors ils n'aiment pas trop qu'on les oppose aux Noirs, parce que c'est aussi les républicains qui font ça, parce que ça fait, il y a les bonnes minorités et les mauvaises minorités. Vous voyez, si vous vous donniez un petit peu de mal, c'est un peu le discours. Et donc ça, ils n'aiment pas trop être les immigrés préférés des républicains. Bon. Alors, au niveau religieux, ce que je vous ai expliqué, c'est que vous avez des lignes qui descendent et une ligne qui monte. Et les lignes qui descendent, c'est tous les chrétiens blancs, les différentes facettes du christianisme blanc avec les évangéliques, ceux qui partent en tête là-bas. Et puis de l'autre côté, vous avez une ligne qui monte, c'est ces fameux nuns. Et ces nuns, qui sont donc des gens qui n'appartiennent à aucune église, vous voyez qu'en fait, il y a une toute petite minorité qui sont les athées. Donc on peut pas les confondre, en fait, même s'ils intègrent les athées. La plupart, à peu près les 2/3, c'est nothing in particular, c'est-à-dire qu'ils peuvent croire, ils peuvent avoir leur petit rituel à eux, mais ils n'appartiennent à aucune église. Et ça, c'est quelque chose qui monte, et qui monte particulièrement chez les jeunes. On est à peu près à 40%. Chez les moins de 30 ans, donc c'est quand même assez considérable. Et puis surtout, c'est pas qu'une affaire de jeunes, hein, c'est une affaire de tout le monde. Là, vous avez les chiffres entre l'évolution par catégorie d'âge entre 2013 et 2023. Vous voyez que ça monte chez tout le monde, y compris chez les plus âgés, où ça, c'est pas loin de doubler. Et quand on regarde les catégories, les tranches d'âge, on voit que chez les plus jeunes, les chrétiens blancs, c'est 28%, chez les plus âgés, c'est 56%, du simple au double. Quand on regarde les nonnes, c'est 18% et 36%, du simple au double également. Donc il n'y a pas beaucoup de difficultés à imaginer comment le remplacement générationnel va faire en sorte que ceux-là deviennent la majorité à terme. Et c'est ce qu'on voit en termes de remplacement générationnel avec ce que vous voyez ici. Les plus jeunes sont toujours systématiquement les moins conservateurs générationnellement et les plus progressistes. Et donc, de ce point de vue-là, on voit comment le côté inexorable du temps peut inquiéter un certain nombre de conservateurs. Et c'est particulièrement vrai ces dernières années chez les femmes. Il commence à y avoir une espèce de gender gap entre les jeunes hommes et les jeunes femmes qui quittent la religion. C'est peut-être un tout petit peu moins vrai avec les plus jeunes qui semblent remonter un petit peu, mais on ne sait pas encore si c'est une tendance ou si c'est quelque chose d'un petit peu, disons, conjoncturel. Donc ça fait partie des choses qu'on va observer dans les années qui viennent. Est-ce qu'on a affaire à une sorte de retour du religieux, notamment chez les plus jeunes et notamment chez les jeunes hommes, puisqu'il y a de plus en plus cette espèce de grand canyon entre les jeunes hommes et les jeunes femmes qui ne se parlent plus. Bon, ils ont des chiens, ils font plus d'enfants, ils ont des chiens. Bon, puis maintenant, de toute façon, ils ont leur téléphone, donc bon. Alors que nous, non, hein, c'est bien connu. Je vous connais, hein, j'ai les noms. Alors donc,
la question qui se pose, c'est de savoir, non pas seulement chez les jeunes, est-ce qu'on assiste à un retour du religieux ou est-ce que c'est vraiment la fin du religieux, et donc la fin d'une certaine Amérique, mais qu'est-ce qui reste en fait du rêve américain et qu'est-ce qui va se produire dans les années qui viennent. Paul Valéry, j'aime bien citer ça, dit « L'avenir n'est plus ce qu'il était ». Bon, Paul Valéry, ça date pas d'hier, hein, donc j'ai envie de dire s'il le savait. Et donc, est-ce qu'on assiste à quelque chose qui est conjoncturel ? On a l'impression que rien ne va en Amérique aujourd'hui parce que Trump, bon, sauf les Trumpistes qui trouvent que c'est formidable. Ou est-ce que c'est plus structurel ? Est-ce que finalement il y a un certain nombre de catégories comme le pouvoir d'achat qui ne dépendent pas de Trump et auraient été des problèmes avant Trump, seront des problèmes après Trump ? La question de la mobilité sociale, par exemple, à travers l'éducation, la question fondamentale de la dette étudiante, c'était avant Trump. Joe Biden a essayé de résoudre un petit peu le problème. La Cour suprême lui a mis des bâtons dans les roues. Et bon, Trump n'a pas l'air très, très décidé à s'attaquer au problème. Donc là, on a quelque chose qui transcende les présidences. Et Trump n'a pas l'air de vouloir vraiment renverser la table là-dessus. Donc on arrive à se poser la question de savoir si, c'est impensable dans les années 50-60, de savoir si aller à la fac, c'est un bon investissement ou est-ce que c'est de l'argent foutu en l'air finalement ? Est-ce que quand on voit qu'on dépense des fortunes pour avoir un diplôme et qu'on arrive à peine à vivoter, qu'on n'arrive pas à s'acheter une maison, on se demande un petit peu si le jeu en vaut la chandelle. Et il y a de plus en plus des questions là-dessus, on verra tout à l'heure. Ça n'était pas une question avant, je veux dire, c'était inconcevable de se poser la question en 60 par exemple, même en 70. Et donc, pour les Américains, mais également pour les candidats à l'immigration, on en vient à se demander si finalement, aller aux États-Unis, c'est la solution pour avoir une vie meilleure. Ou est-ce que finalement, il y a peut-être d'autres destinations où une sorte de variante géographique du rêve américain est possible. Un rêve canadien, un rêve australien, que sais-je. Oserais-je mentionner un rêve français ? Pour pas mal de chercheurs américains, c'est pas mal. Bon, après, ils feront du Parcoursup, ils commenceront à déchanter. Hein. Vous n'imaginez pas. Et donc, la grande question qui transcende également la présidence Trump et qui a ramené en fait Trump à la Maison-Blanche, c'est celle du pouvoir d'achat. La question affordability, pouvoir se payer quelque chose, donc essentiellement les gros items comme le logement, mais également la consommation de tous les jours. Les gens sont obligés de regarder un petit peu. Et donc, ça a été vraiment les raisons de la colère en 2024 et une des principales raisons pour lesquelles les gens ont été amenés à vouloir donner le bénéfice du doute à Trump, malgré tout, parce que finalement, il aurait peut-être davantage les outils pour casser les codes et ramener un petit peu de raison dans les prix. Comme on a vu tout à l'heure, la question de l'accomplissement de soi, d'être soi-même, donc ce qui est immatériel, ça concerne à la fois l'identité raciale, et donc la question de l'égalité, est-ce qu'on peut être noir en Amérique et avoir les mêmes chances que n'importe qui d'autre, mais également sexuelle, est-ce qu'en étant une minorité sexuelle, on a également voix au chapitre ? Donc, là, il y a une espèce d'offensive trumpienne contre ces minorités sexuelles. Donc, c'est plus forcément aussi évident que ça aurait pu l'être il y a quelque temps. Et puis, ce qu'on voit, c'est cette épée de Damoclès de la santé publique sous ses différents aspects, les deaths of despair, les morts de désespoir. Hein. Les opioïdes, ça va légèrement mieux. Mais alors, ça va légèrement mieux, ça va légèrement moins mal. Hein. On parle quand même de plus de 100 000 morts par an. Oui, c'est quand même pas mal. C'est des morts qui font pas de bruit. C'est-à-dire que il n'y a pas de vidéo, c'est pas la police. Donc c'est des gens qui disparaissent comme ça, 100 000 par an. On m'a dit que Bordeaux, intramuros, c'était à peu près 200 000. Vous imaginez la population de Bordeaux qui disparaît tous les 2 ans. En fait, c'est considérable. Et les politiques, au niveau local, au niveau des États et au niveau fédéral,
énormément de mal à prendre à bras le corps ce problème. Personne ne veut payer. C'est comme les ponts, on attend toujours que ça s'effondre pour commencer à payer. Le problème, c'est que c'est trop tard. Et ce que ça permet de voir, c'est à la fois la puissance du politique avec Trump, mais également l'impuissance du politique. Et notamment quand Trump dit, une fois élu, « Ah oui, mais alors le prix des denrées alimentaires, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on a dit. » « Ah oui, mais enfin, on vous a élu quand même pour ça, monsieur, non ?»« Ben oui, mais enfin, c'est compliqué. » « Ah bon, si c'est compliqué. » Et donc tout ça amène à remettre en question un petit peu la démocratie américaine, hein, c'est-à-dire si on vote pour des gens qui font pas ce qu'ils sont censés faire, donc il y a beaucoup de mécontentement, les autres sont des salauds, d'infâmes gauchistes ou d'infâmes fachos, et donc il y a cette polarisation qui fait que le Congrès ne fait plus rien, et donc le Congrès est quand même là pour faire en sorte que les choses aillent mieux, les choses ne vont pas mieux, il ne se passe strictement rien. Le seul intérêt, c'est de lever de l'argent en montrant sa bobine sur CNN ou sur Fox, sur les réseaux sociaux, pour être là tout le temps, partout, dire que les autres sont des imbéciles et lever des fonds pour l'élection qui suit. Légiférer, on verra s'il reste 5 minutes. Et donc tout ça crée également une forme de ressentiment vis-à-vis du politique et du tous pourri. Là, vous voyez un graphique très parlant entre 2012 et 2024. C'est-à-dire c'est le revenu nécessaire pour pouvoir s'acheter une maison aux États-Unis selon le prix médian de la maison. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose entre le fin fond de l'Alabama et la Silicon Valley, évidemment. Mais enfin bon, les statistiques sont toujours là pour représenter quelque chose. Le salaire nécessaire a plus que doublé, voire pas loin de tripler entre 2012 et 2024. Donc, c'est-à-dire que pour se payer une maison d'un prix médian, il faut avoir pratiquement triplé son salaire. Si vous n'y êtes pas, au revoir la maison. Donc le pavillon de banlieue, le rêve américain, ciao. Je vous avais promis, et je tiens mes promesses, des petites statistiques sur l'investissement, enfin l'enseignement supérieur. L'université est-elle un bon investissement? Alors ça reste quand même, pour les Américains en général, ça reste un bon investissement, surtout pour les Américains éduqués. Vous voyez, on est presque à 2 tiers, 1 tiers. En revanche, quand on regarde white working class, on voit que ça devient plus un pari risqué qu'un bon investissement. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau genre. C'est pas chez les femmes. Chez les femmes, c'est moitié-moitié, mais c'est chez les hommes en particulier. Les hommes blancs ont vraiment une espèce de perte de confiance totale dans l'université. L'université, c'est là où on vous apprend à avoir les cheveux roses et à manifester contre la Palestine et ces trucs-là, mais surtout pas... enfin, pour la Palestine, pas contre la Palestine. Vous aviez corrigé. Et donc cette idée du wokisme, etc., l'université ne tient plus ses promesses comme elle était censée le faire. Et donc pourquoi dépenser des fortunes par rapport aux années 60 pour vous apprendre pourquoi l'Amérique est très très mauvaise et les hommes blancs chrétiens sont la lie de l'humanité. Donc ça explique aussi ce désamour. Donc il y a à la fois le côté culturel, mais également le côté ascension sociale. Et puis, donc, alors là, c'est même pas les morts de désespoir en général, c'est juste les overdoses, l'augmentation des overdoses depuis le début du siècle avec hommes et femmes. Et vous voyez que les hommes, et en particulier les hommes blancs, sont beaucoup plus touchés, de plus en plus, et plus touchés que les femmes. Alors, concernant les autres dossiers, il y a entre démocrates et républicains une question fondamentale ce qui a beaucoup animé la campagne de Trump, celle de l'indépendance énergétique. Rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est aussi pouvoir utiliser sa bagnole avec de l'essence pas chère, parce que l'essence est de plus en plus chère à cause des démocrates, alors que pour les démocrates, il vaut mieux abandonner les énergies fossiles et arrêter de creuser ou de forer pour trouver du pétrole dans les réserves naturelles, et donc protéger l'environnement et aussi réguler pour éviter de polluer l'air, l'eau, etc. Et les républicains, notamment Trump, c'est plutôt déréguler parce que business first, et puis le reste, bon, ma foi.
Ça vous a peut-être pas échappé que le retour de la grandeur pour Trump, c'est pas seulement l'indépendance énergétique, mais une certaine forme de souveraineté qui passe par la politique douanière. Oui, d'accord, ça vous a pas échappé donc. Non, mais je demande, on sait jamais. Et cette idée de guerre commerciale qui était totalement impensable il y a 20 ans, notamment avec la Chine, on était content il y a 25 ans d'accueillir la Chine au rang des nations capitalistes, et on espérait, un peu naïvement, mais on ne le savait pas à l'époque, que le fait d'accueillir la Chine allait démocratiser la Chine. Bon. Oui, on se comprend. Pas tout à fait. Mais finalement, qu'est-ce que ça crée, cette volonté de rendre sa grandeur à l'Amérique par les barrières douanières? Ça crée énormément d'incertitudes. Et cette incertitude, notamment, pas seulement pour les marchés financiers qui détestent ça, mais pour les investisseurs dans les entreprises. Est-ce qu'on va risquer de l'argent, du capital risque, mais également du risque au niveau des auto-entrepreneurs, avec un tout petit peu de capital? Et donc, l'essence du rêve américain, la libre entreprise, on va créer son business, tout ça est un petit peu mis sous le boisseau parce que on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas quelle est la nouvelle tempête douanière qu'on va subir. Et tout ça peut avoir également tendance à amoindrir, à minimiser l'avance américaine en matière d'innovation technologique. Trump veut que l'Amérique soit number one sur à la fois l'IA, les crypto-monnaies et le quantique. Et le problème, c'est que si l'investissement n'est pas à la hauteur, ce ne sera pas le cas. Et donc, l'idée fondamentale de tout ça, c'est de créer les conditions de la grandeur économique, c'est-à-dire du ruissellement. Bon, ça marche pas, ça fait débat, on va dire. Mais fondamentalement, l'idée centrale, c'est de créer des emplois. Pas forcément de la richesse par ruissellement, mais des emplois, de l'activité économique pour que les différents laissés pour compte ou les jeunes laissés pour compte de la désindustrialisation et puis les jeunes qui arrivent sur le marché du travail puissent trouver de l'emploi. Et donc, est-ce qu'on va favoriser l'entrepreneuriat avec ce genre de politique et d'incertitude? C'est pas forcément certain, et ça a un impact sur cette idée de rêve américain. Même chose avec la politique migratoire, parce qu'il y a deux types de politique migratoire. Il y a l'immigration non qualifiée qui nourrit l'Amérique, notamment en Californie, dans la vallée centrale de Californie, qui est un petit peu le grenier de l'Amérique et qui fonctionne essentiellement avec des Mexicains sans papier. Et puis l'immigration qualifiée, beaucoup indienne, asiatique, dans l'informatique, la tech, etc., et ça crée des remous au sein de la Trumposphère. Vous avez des gens comme Elon Musk qui disent « si, ceux-là, on en a besoin avec des visas spécifiques parce qu'ils font tourner nos entreprises ». Et le côté MAGA qui, de toute façon, dit « non, mais même les ingénieurs indiens, de toute façon, ils sont trop basanés pour nous ». Oui, mais ils créent de la richesse. Oui, mais ils sont quand même un peu basanés. Ah bon. Donc, y compris entre Musk et un certain nombre de MAGA hardcore, il y a de la friture sur la ligne, si je peux dire, parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qui est un bon immigré pour la grandeur de l'Amérique. Et s'ajoute à ça ce qui est en train de se jouer là, presque sous nos yeux, c'est la question de la fiscalité. Et la fiscalité pour les 10 prochaines années, puisque Trump veut encore réduire les impôts. Et donc réduire, ça ne vous a pas échappé non plus, la tronçonneuse d'Elon Musk, réduire le rôle de l'État, réduire la taille de l'État. Et le paradoxe sur lequel je terminerai, c'est que rendre sa grandeur à l'Amérique des années 50, c'est bien, mais les années 50, c'est la guerre froide. Donc un État qui est à la fois hyper présent, mais également hyper moteur, qui finance la recherche, y compris universitaire, parce que c'est bon pour gagner la guerre froide. Le spatial, par exemple, là, il veut tout couper. Et une fiscalité qui est délirante dans les années 50 par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Donc que les républicains veulent restaurer l'Amérique des années 50 avec un État stratège très présent et une fiscalité qui aujourd'hui paraîtrait complètement délirante parce qu'il faut financer à la fois la guerre froide et les programmes sociaux des années 60,
Eh ben, c'est pas le moindre des paradoxes, et ça pourrait peut-être être une des solutions pour restaurer le rêve américain, mais ça, on le suivra dans les mois qui suivent. Et en attendant, c'est à vous. Si, ça y est. Je vais y arriver. J'arrive. Merci, bonsoir. Structurellement, justement, est-ce qu'il commence à y avoir des contestations de la plutocratie et est-ce qu'elle est possible aux États-Unis dans le cadre du rêve américain où on justifie sa richesse, même en étant milliardaire, par son mérite? Et aussi structurellement, est-ce qu'il y a un début de mur qui pourrait se créer avec l'environnement dont les effets du réchauffement climatique sont extrêmement durs aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un début de contestation vis-à-vis de cette réalité-là? Alors, il y a deux choses. Les milliardaires ont meilleure presse globalement parce qu'il y a cette idée de on est milliardaire parce qu'on a réussi parce qu'on a tenté sa chance, etc. Il y a eu une grosse contre-enquête du New York Times sur la fortune de Trump et qui présentait Trump comme un héritier, en fait, l'héritier de la fortune et des réseaux de son père. Et ça, c'est l'inverse du rêve américain, parce qu'on retrouve l'idée de caste et l'idée d'absence de mérite. Parce qu'en fait, Trump, on a beaucoup insisté sur ses faillites, etc. Alors, la faillite, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, bon, forcément un petit peu défaite, mais dans l'idée du rêve américain, qui est un petit peu même avant le rêve américain, le rêve californien, c'est que la faillite, c'est pas grave, on échoue une fois, on réussira peut-être la fois d'après, et dans la Silicon Valley, en gros, on vous demande si vous avez échoué, si vous avez appris de vos erreurs, et donc si vous avez jamais échoué, on se méfie. Il vaut mieux que vous ayez échoué. Bon, pas trop quand même, hein, mais quand même, si vous avez échoué, vous avez bien appris de vos erreurs, c'est quand même pas mal. Donc là, on a cette espèce d'ambiguïté au sujet de Donald Trump, mais aussi des milliardaires. Il y a évidemment toute une partie de l'Amérique qui considère que les milliardaires ou les gens riches sont des gens qui ont fait leur fortune un peu self-made man. Bon, on a vu que Trump, c'était pas forcément le cas. Mais il y a aussi tout, et donc que c'est mérité. Il y a tout un évangile de la richesse également qui place ça dans un prisme religieux. Mais il y a également toute une partie de l'Amérique plutôt démocrate qui considère que tout ça est peut-être tout à fait légitime, mais il ne faudrait pas oublier non plus de verser sa petite quote-part à l'effort national, comme c'était le cas dans les années 50. Donc c'est là que se situe le débat, en fait. C'est la fiscalité sur les plus riches. Bon, j'ai entendu parler que c'était un petit peu aussi la question en France. Mais on va peut-être pas parler de tout ça, il y a des choses qui fâchent. L'autre question sur l'environnement, en fait, on arrive à... Le véritable mur, il est entre deux Amériques qui ne se parlent plus. Ceux qui pensent que, quelles que soient les formes de pollution, par exemple, ou de dégradation de l'environnement, tout ça est justifié parce que de toute façon, ça fait marcher l'économie, ça nous donne des emplois, etc. C'est le bouquin d'Harley Hochschild dans les lacs et les bayous en Louisiane. Hein. C'est mais pourquoi vous votez pour des gens qui vous donnent des cancers? Parce qu'ils nous donnent des emplois aussi. Oui, ils vous donnent des cancers. Mais oui, mais ils nous donnent des emplois. Et puis de toute façon, c'est les bolcheviks qui régulent et tout ça, c'est les gens à Washington, et ces gens-là sont méchants. Donc vous avez cette idée un petit peu survivaliste, je force un peu le trait, mais de les gens à Washington, les bureaucrates de Washington, qui sont un petit peu l'équivalent de ce que nous, on se représente comme les bureaucrates de Bruxelles. Vous savez, ceux qui sont très loin et qui sont très très loin de notre vie quotidienne au ras du sol. Il y a cette espèce de méfiance fondamentale, et les gens à Washington qui font de la régulation de toute façon parce que c'est le seul truc qu'ils savent faire, en dépit du bon sens,
Et donc, ils empêchent la réalisation de la création d'emplois, donc du rêve américain. Et évidemment, côté démocrate, vous dites, oui, enfin bon, si l'air qu'on respire, l'eau, etc., sont complètement pollués, puis le réchauffement, les incendies, ce qu'on voit, enfin, on ne peut pas continuer à vivre dans ce monde-là. Donc vous avez deux Amériques qui ne se parlent plus, mais surtout qui se méprisent. Et c'est ça qui est le plus compliqué, parce que ces deux Amériques se méprisent, et leurs représentants, qui leur parlent, se méprisent et ne veulent absolument plus travailler ensemble. D'où le fait que le Congrès ne marche plus. Alors, oui, j'arrive. Vous avez parlé de ruissellement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la théorie du ruissellement, c'était une théorie économique très en vogue dans les années 80. L'idée centrale, et je schématise, c'est que si les riches s'enrichissent, il y aura toujours un ruissellement vers les moins riches, et donc les moins riches vont en bénéficier. Donc, il ne faut surtout pas empêcher les riches de s'enrichir, puisque tout le monde va en bénéficier. Et donc, l'idée, c'est que la marée fait monter tous les bateaux, les petits et les grands. Et donc, c'est pas la peine de jalouser les riches, mais également non plus de les ponctionner outrageusement, parce que leur enrichissement est bon pour l'ensemble de la communauté. C'est ça l'idée fondamentale. Et les économistes ont montré que c'était plus vrai en théorie qu'en pratique. Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence. Est-ce que vous pensez que ces alliances perverses avec les multimilliardaires, avec Trump, ça va durer dans le temps? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques fissures qui se montrent. Alors, notamment avec son ami Elon, on annonce le divorce depuis quand même pas mal de temps. Alors, il y a un certain nombre de signes toujours sur les réseaux sociaux. On lit un petit peu comme dans le mar de café, les augures. C'est les nouvelles augures, c'est pas les oiseaux volent comme ça, c'est les tweets d'Elon Musk. Alors Elon Musk justement a tweeté des vidéos de Milton Friedman, qui était justement un des adeptes de ces théories économiques et qui était un des chantres du libre-échangisme. Et donc c'était une façon de dire, sans le dire, mais tout en le disant quand même, de le suggérer, que bon, finalement le protectionnisme c'était peut-être pas... Et donc la question fondamentale, c'est de savoir à partir de quand on passe non plus seulement du différent philosophique, conceptuel, à... ça commence à craquer de partout, notamment dans mes investissements. Bon, c'est vrai qu'il a un petit matelas, Elon Musk, hein, il a de quoi voir venir, pour quelques vies. Mais il y a un moment où, rationnellement... Alors là, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas, vous allez voir pourquoi. Ouais. Rationnellement, on devrait penser que ça franchit un pas et qu'il ne devrait pas faire ce qu'il fait, et donc il devrait peut-être se désengager, on va dire. Mais si l'ère Trump, indépendamment de ses présidences, mais si l'ère Trump nous a appris quelque chose, c'est que le rationnel est parfois très surcoté. Et que parfois, on s'attend à un certain nombre de choses parce qu'on a des précédents, parce qu'on s'appuie sur à la fois l'histoire, mais également les intérêts des uns et des autres. Et on se rend compte que, notamment dans l'étude, enfin moi, une de mes spécialités, c'est l'étude de l'opinion publique. Si vous voulez garder les pieds sur terre et oublier toutes vos certitudes, il faut étudier l'opinion publique, parce que parfois, il y a certains points qui sont assez... qui désarçonnent un petit peu. Mais il y a toujours quand on creuse, il y a quand même toujours des raisons un petit peu sous-jacentes. Donc pour l'instant, on s'entend bien.
plus ou moins. On a intérêt à rester ensemble. Il y a également un certain nombre à la fois de gros contrats avec les sociétés d'Elon Musk, mais également de régulation, dérégulation pour un certain nombre d'autres milliardaires qui sont encore en gestation. Donc si ça vient, bon, peut-être que je perds ici ce que je vais gagner là et ce que je vais gagner est plus intéressant. Si c'est pas le cas, on en reparlera. Et puis après, mais ça c'est toujours inscrit dans le temps, on ne sait pas. Il peut y avoir l'absence de résultats et l'impression, comme les évangéliques dans les années 80 avec Reagan, de s'être un peu fait avoir. Parce que les évangéliques avaient en gros fait élire Reagan, en tout cas c'est ce qu'ils aimaient raconter, pour obtenir la fin de l'avortement, le retour de la prière à l'école. Ils n'ont eu ni l'un ni l'autre. Et donc, ils ont eu l'impression que c'était un peu fait couillonner. Et donc là, il y a un certain nombre de milliardaires qui, pas par Trumpisme invétéré, mais par intérêt, attendent un certain nombre de choses. S'ils ne les ont pas, à ce moment-là, ils vont peut-être être un petit peu plus sceptiques, on va dire, peut-être un petit peu plus forts également. Mais on l'a vu avec cette histoire récente de protectionnisme. On a vu un certain nombre de voix s'élever en public, mais aussi beaucoup en privé. Et on le sait parce qu'il y a des fuites, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé leur ami Donald pour lui expliquer que ça n'allait pas le faire. Et leur ami Donald a finalement infléchi son discours, qui était quand même très, très inflexible au début, sur c'est comme ça qu'il faut faire, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, bon, c'est un petit peu un pas en avant, deux pas en arrière. Il gagne toujours, il a toujours raison, c'est ce qu'il racontera toujours, mais on voit quand même qu'il est assez sensible à un certain nombre de... Et donc, peut-être qu'eux arriveront à lui faire entendre raison sur ce qui les intéresse, et donc il n'y aura pas de divorce s'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais ça, il faudra suivre les épisodes à suivre. On ne s'ennuie jamais. Alors, est-ce qu'il y a encore questions, réactions, monsieur? Ici. Merci beaucoup. Votre démonstration tend à montrer que l'American Dream, c'est surtout les années 50. Mais dans le discours trumpien, il y a une autre référence, c'est The Gilded Age. Est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire qui se réfère aux années 1900, avec l'impérialisme, les droits de douane très élevés, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc cette divergence un petit peu ? Alors, en fait, chronologiquement, il y a plusieurs références. C'est surtout les années 50, mais quand on demande aux gens, le plus surprenant, c'est si vous deviez dire, non pas une période, mais une année qui correspond à la grandeur de l'Amérique, l'année qui a le plus les faveurs de l'opinion publique, c'est pas une des années 50, parce que c'est un peu vague, mais c'est l'année 2000, qui est beaucoup plus tardive, et donc c'est avant le 11 septembre. Mais donc, et après, on trouve les années 50 parce que c'est un peu plus éparpillé, on va dire. Mais il y a également les années 80 parce que c'est les années Reagan. Donc en fait, il y a plusieurs passés comme ça qui sont un petit peu plébiscités dans l'imaginaire. Bon, les années Reagan, c'est aussi des années de crise économique, mais bon, la nostalgie est une illusion rétrospective, hein. Donc là, évidemment, personne ne s'en souvient, les années McKinley autour de 1900. C'est pas tant le Gilded Age. Le Gilded Age, c'est un petit peu avant. Et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que la période McKinley, et notamment ce qui suit avec, parce qu'il se fait assassiner, lui, et il est remplacé par Theodore Roosevelt. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas exactement nouveau, hein. Enfin, c'est aussi, quand il se réfère toujours à McKinley, c'est aussi assez un petit peu... étonnant par certains aspects. Donc oui, il y a Theodore Roosevelt, il y a aussi cette période qui n'est pas seulement le Gilded Age, donc par opposition à Golden Age. Golden, c'est l'âge d'or solide. Gilded, c'est du toc. C'est avec une petite dorure. C'est plaqué or, mais enfin, ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, c'est la période progressiste. La période Theodore Roosevelt, c'est la période progressiste où l'État, alors au niveau local, au niveau des États et au niveau fédéral,
intervient davantage, notamment dans la législation, pour interdire le droit des enfants ou protéger les consommateurs, ou Theodore Roosevelt était obsédé par l'environnement. Et c'était un historien qui a gagné un prix Nobel de la paix également. Alors Trump aimerait bien avoir son prix Nobel de la paix. Il ourdit beaucoup pour ça. Je ne sais pas, mais bon. Donc il y a un certain nombre de paradoxes là-dedans. Il y a beaucoup de droits de douane chez McKinley. Il y a une volonté impérialiste, mais qui est liée à quoi ? Qui est liée à du conjoncturel, c'est-à-dire qu'on va aider les Cubains qui sont en train de se libérer du joug espagnol, mais finalement, on se prend un petit peu au jeu. Mais c'est surtout parce qu'on est dans une crise économique majeure depuis 1893. Aux États-Unis et ailleurs, au 19e, il y a des crises économiques tous les 20 ans. C'est les cycles Kondratiev, c'est avec une régularité remarquable. Donc 73, il y a une crise économique, on s'en sort. Et 93, il y a une crise économique, on s'en sort beaucoup moins bien. C'est long, les gens s'impatientent. Et donc, quand on veut sortir un petit peu les gens de leur marasme, on sort un truc de politique étrangère, l'impérialisme, le patriotisme, etc. Ça fait toujours recette. Et donc, c'est aussi une façon de dévier un petit peu l'attention des problèmes intérieurs. Cette espèce de regain de la destinée manifeste et de l'impérialisme, Hawaï, Philippines, etc. Donc là, on n'a pas vraiment forcément le même contexte. C'est pas pour sortir d'une crise économique, c'est pas pour dévier l'attention de problèmes intérieurs. Donc c'est pas pour dévier l'attention, par exemple, du pouvoir d'achat. Mais c'est plus une vision géostratégique liée aux ressources essentiellement, liée à un retour également à le monde de McKinley, mais aussi d'autres. Et c'est ça qu'il ne voit pas forcément, parce que ce n'est pas exactement un historien, c'est le monde d'avant la Première Guerre mondiale, d'avant Wilson, d'avant la coopération et surtout une espèce d'autocensure des États par les institutions internationales, donc l'ONU par exemple. Et donc ce monde d'avant la Première Guerre mondiale, les grandes puissances, les grands empires font ce qu'ils veulent. Quand ils ont envie de se découper l'Afrique, dans les années 1880-90, ils le font parce que personne ne peut les en empêcher. Et donc Trump ressort un petit peu des anciennes obsessions de 1900, mais juste parce qu'il peut. Parce que qui va l'en empêcher ? On en revient à l'exemptionnisme. Est-ce que c'est l'armée danoise qui va aller s'opposer ? Non, il a la possibilité. Il n'a même pas besoin, de toute façon. Il ne va pas y avoir de résistance armée, mais il suffit qu'il menace pour faire fléchir. Et puis, si jamais il doit opposer une armée à une autre armée, il a une capacité de projection qui est bien supérieure. Alors, la capacité de projection, on l'a vu au Moyen-Orient, c'est pas forcément un gage de réussite. Irak, Afghanistan, bon. Mais il a cette espèce d'ivresse de la puissance, et de ce qui reste de la puissance américaine comparativement, qui lui permet de dire « j'ai envie, et je peux, et vous ne pouvez rien faire contre moi ». Dans le jeu, je mets les taxes douanières, je les enlève. À quoi il joue en réalité ? Vous avez oublié de dire, vous avez 2 heures, comme on dit au début des examens. Vaste question. À quoi il joue ? Je crois qu'en fait, il l'essaye. Il est aussi tiraillé par des conseillers qui ont un certain nombre de certitudes, et on connaît ces conseillers maintenant. Il y a un certain nombre de ces conseillers qui sont obsédés par les droits de douane comme étant une sorte de panacée, et qui poussent vers ça. Trump est naturellement convaincu par cette théorie. Le problème, c'est que parfois, la réalité vient frapper à la porte et que là, en l'occurrence, il s'attendait peut-être à ce que les bourses éternuent un petit peu, mais finalement reviennent à la normale. Et c'est quand il a vu les taux obligataires commencer à remonter et un certain nombre d'indicateurs commencer à dévisser sérieusement qu'il a dû se rendre compte, et notamment par les coups de fil qu'il a reçus de gens complètement terrorisés, que le remède était finalement pire que le mal. Donc, la leçon à très court terme qu'on peut en tirer, c'est que, certes, il a des obsessions, il a des certitudes, il a ce côté un petit peu enfant gâté qui fait ce qu'il veut, quand il veut, parce qu'il peut, mais qu'en même temps,
confronté à la perspective d'un effondrement économique, par exemple, il est capable de se raviser. Donc il n'est pas complètement dans une fuite en avant totale, complète et entière que l'on pourrait imaginer pour quelqu'un de complètement fou et aveugle ou aveuglé. Donc c'est aussi un petit peu ce qui peut nous rassurer, c'est que confronté à certains éléments, il est capable, on en revient au rationnellement, il est capable de dire, bon, on va reculer un petit peu. Mais Trump ne recule jamais, puisqu'il dit, on va repousser, et puis de toute façon, ça veut dire qu'on a gagné. Regardez, tout le monde vient... oui, vous avez compris. Négocier, on va dire ça comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il a gagné. Donc, en fait, il va toujours retourner. C'est un peu la leçon de Roy Cohn dans The Apprentice. C'est ne jamais avouer qu'on a perdu et toujours garder la main. Donc là, en fait, bon, il recule, mais en même temps en disant qu'il a gagné. Bon, personne n'est vraiment dupe, mais en même temps, il a fini par reculer. Donc, ça veut dire que c'est encore possible. Un grand merci à vous, Laurie Kenton. Merci beaucoup.